Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission. Une émission qui va porter sur les bâtiments intelligents, communément dit Smart Building également, bâtiments plus intelligents et performants via la vision augmentée et les technologies vidéo. Comme je le disais, Smart Building, gestion connectée, efficacité énergétique et vision avec les caméras. Comment rendre plus performant un site, une infrastructure, en renforçant l'efficacité opérationnelle, en lui permettant de s'adapter et de réagir intelligemment aux différents événements, que ce soit au niveau sûreté, sécurité, maintenance, exploitation et énergie, en identifiant les menaces au sein des données et en mettant en œuvre des systèmes reposant sur une architecture Zero Trust. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à cette émission Fabien Desnaux. Bonjour. Bonjour. Alors Fabien, vous êtes responsable sécurité des personnes et des biens à la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Tout à fait. Et vous êtes également, on peut le dire aussi, co-président du Club Agora, directeur sécurité des Hauts-de-France et co-président du Collège national de la communauté Agora, directeur sécurité. Tout à fait, co-président avec Marc. Ouais. Voilà. Laurent Victor, bonsoir. Bonsoir. Alors Laurent, vous êtes directeur de la sécurité Muséum national d'histoire naturelle. On verra que le muséum, c'est pas juste un bâtiment, c'est plein d'autres bâtiments, mais là, on va en parler tout à l'heure. Et puis, vous êtes également vice-président du club d'Agora Directeur Sécurité d'Île-de-France. C'est cela, oui, tout à fait. C'est avec grand plaisir que je suis là ce soir. Merci Laurent. Davide Schiavone. Vous êtes Business Development Manager pour NVIDIA. Merci. Et puis Amaury Chapeau, bonjour. Bonjour. Et Amaury, vous êtes Community Sales Manager pour Milestone System. Milestone qu'on a déjà reçu par ailleurs pour d'autres émissions au sein d'News Sécurité. Alors, pour commencer, je m'adresse à vous, Laurent. On parlait du Muséum national d'histoire naturelle. Je rappelle que c'est un établissement français d'enseignement, de recherche et de diffusion de la culture scientifique naturaliste. Et c'est l'un des plus anciens établissements mondiaux de ce type. Il est doté du statut de grand établissement et placé sous la double tutelle administrative des ministères à la fois de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'environnement. Le muséum dispose d'un personnel d'environ de 2350 membres, dont 600 chercheurs, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de plus, parce que vous le connaissez par cœur et beaucoup mieux que moi, cet établissement. Oui, alors effectivement, c'est le plus vieux. C'est le plus vieux muséum national d'histoire naturelle au monde. C'est 400 ans. Je raconterai plus tard, si on a le temps, comment a été créé le muséum. Mais effectivement, on y regroupe des chercheurs, on y regroupe des étudiants, on y regroupe effectivement des galeries d'exposition et tout ce monde doit vivre effectivement sous 2 ou 3 tutelles. Voilà, qui parfois c'est difficile une tutelle, et nous on en a 2 voire 3. Et donc du coup, mais ça a ses avantages parce que si on n'arrive pas à avoir sur l'une, on peut essayer d'avoir sur l'autre. Vous pouvez jouer sur l'autre. Voilà, on joue sur plusieurs tableaux finalement. Voilà, non, c'est un très très beau, très très beau muséum. Qui regroupe plusieurs sites. Hein. Oui, alors on a à peu près une douzaine de sites. On va de Concarneau jusqu'à Menton, en passant par le Musée de l'Homme, en passant par le Jardin des Plantes, qui est le plus connu. Et on a aussi du côté d'Avignon, on a un site, on a une grotte qui est dans le Périgord. Donc voilà, on couvre un petit peu toute la France. Combien de visites à peu près par an ? Cette année, je pense qu'on va battre les records parce que c'est les Jeux Olympiques. Oui. Mais sur 2023, je crois qu'on a frôlé les 4 millions de personnes sur l'ensemble de nos sites, avec effectivement une pointe avec le Jardin des Plantes, parce que c'est là qu'il y a le 37 hectares et puis des expositions. Voilà, là, on va terminer dans quelques jours les illuminations. Et les illuminations, c'est 300 000 personnes sur 2 mois. Oui.
Magnifique également, tout à fait. Voilà, donc pour expliquer un petit peu ce que ça représente, hein, parce que souvent quand on dit muséum, on imagine juste un musée, mais c'est bien plus que ça et c'est important de le signifier avec aussi tous ces événements, vous le disiez, des visiteurs, mais c'est également de nombreux événements et des événements prestigieux avec des personnalités qui sont présentes. On peut peut-être pas en parler ce soir parce qu'on aurait beaucoup à dire, mais si, allez, un ou deux noms pour nous faire plaisir. On a eu l'honneur au mois de septembre d'avoir la visite royale. On a eu donc le roi Charles III qui est venu en compagnie du président de la République. Et puis on a eu aussi le One Planet Summit, qui était un sommet avec 9 chefs d'État présents, plus le président de la République française. Donc effectivement, on fait un petit peu tout, donc c'est plutôt plaisant. C'est plutôt plaisant. Alors, quand on parle effectivement de tout ce petit monde qui se rassemble sur un site, sur des sites, plusieurs sites, ces bâtiments aujourd'hui, on disait 400 ans, mais ils ne sont pas restés tels quels. J'imagine qu'il y a des évolutions. Est-ce qu'on peut parler de bâtiments intelligents aujourd'hui au sein de ces sites, ces différents sites ? Oui, tout à fait. Alors les bâtiments, pour certains, sont là depuis effectivement un peu moins de 400 ans. D'autres sont effectivement là et sont tous classés. La particularité, c'est que tous nos bâtiments sont classés. Donc c'est toujours un petit peu un problème de pouvoir effectivement les faire évoluer vers des bâtiments intelligents, alors, ou des bâtiments écologiques, parce qu'on ne peut pas toucher les murs, les fenêtres, c'est toujours un peu compliqué. Mais finalement, quand on parle de bâtiments intelligents, je crois que les bâtiments intelligents, ils ont commencé il y a déjà bien longtemps, finalement, avec la GTC, avec la GTB. On était déjà sur je dirais, les prémices. C'était les prémices. Les prémices de l'intelligence, des bâtiments intelligents. Et puis, effectivement, nous, on suit le mouvement comme les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est encore pas arrivé à l'intelligence artificielle, mais je vous en parlerai. Mais on a des caméras qui détectent l'incendie, on a des caméras qui détectent les mouvements de foule, on a des caméras qui nous permettent effectivement d'analyser effectivement en très peu de temps quelque chose qui n'est pas normal dans la situation. Ça peut être quelqu'un effectivement qu'enjambe par exemple une protection pour s'approcher d'un animal naturalisé, pour faire une photo, et c'est souvent le cas avec les enfants. Et du coup, on a une particularité, c'est que on a 70 millions de collections. Oui, et d'ailleurs, excusez-moi, je vous interromps, on va passer la petite vidéo qui est issue d'un reportage que nous avons réalisé au sein du Muséum national d'histoire naturelle il y a 1 an et demi de cela maintenant. Voilà, je vous laisse poursuivre. Et donc, tous ces animaux qui sont naturalisés et bien d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont dans des conditions qui doivent rester constantes, notamment, on a des plantes remarquables, on a des dinosaures, on a effectivement, là, on voit sur les images des animaux naturalisés, mais aussi on a des momies. Ouais. Qui doivent effectivement, en termes d'hydrométrie, en termes de température, doivent être dans des conditions constantes. Et finalement, on a un bâtiment intelligent. C'est ça. Parce que on mesure tout ça, la luminosité également doit être gardée, parce qu'autrement ça abîme. C'est interconnecté aujourd'hui. Vous avez des interconnexions. Et derrière, effectivement, pour maintenir ça, on va mettre un groupe électrogène parce qu'il faut qu'on puisse. Donc finalement, même si on n'est pas sur de l'intelligence artificielle, on est sur un bâtiment intelligent qui tourne comme ça depuis bien avant que j'arrive. Ouais. Et qui tournera encore bien après. Alors, on va continuer sur ces magnifiques établissements avec effectivement, après vous allez nous parler plus particulièrement de cette vision dont vous avez parlé au travers des caméras et de ce vers quoi on peut tendre demain avec l'intelligence artificielle. Je me tourne vers vous, Fabien. Alors vous avez un magnifique bâtiment, tout récent, puisque en fait, ça fait juste quelques mois que vous l'avez intégré. Je parle de l'immeuble Sheikh, c'est comme ça qu'on dit ? Tout à fait, Sheikh, oui. Oui, donc qui est devenu le siège de la Caisse d'épargne Hauts-de-France, mais qui accueille beaucoup d'autres activités. C'est plus de 30 000 mètres carrés au cœur de l'île, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Donc le Sheikh a été... donc on a intégré le Sheikh au mois de mars. Alors Sheikh, pourquoi ? Pour... share comme partage et work comme travail, donc un lieu entre guillemets pour travailler et partager
sur lequel on a intégré donc le siège de la Caisse d'épargne sur environ 13 000 m² et les 20 000 m² qui restaient. On y a mis crèche, restaurant gastronomique, salle de sport, différentes salles, coworking et pas mal d'entreprises qui sont venues s'y installer. Et donc l'objectif du bâtiment, ce qui nous a été demandé, parce que c'était un concours d'architecture qui avait été donné par la ville de Lille, donc créer un bâtiment entre guillemets intelligent. Donc l'objectif c'était ça. En plus, la caisse est certifiée Bicorp aussi, donc on voulait vraiment une attache, entre guillemets, un impact positif d'un point de vue sociétal, environnemental et social. Donc l'objectif, c'était vraiment d'y intégrer toutes les nouvelles technologies, en tout cas sur la partie siège, ce qu'on a pu faire, avec pas mal d'IoT et pas mal, entre guillemets, de salles dites intelligentes. Et pour ça, on a dû y intégrer, et on commence à y intégrer un peu d'IA pour avoir un fonctionnement optimum. Voilà, alors c'est vrai que j'ai trouvé intéressant, hein, oui, on est sur de très vieux bâtiments, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces mastodontes historiques, hein, et puis des bâtiments tout récents où là on peut se faire plaisir parce que finalement quand on construit quelque chose, on le pense avec une architecture qui est aujourd'hui pensée avec l'air du temps, j'ai envie de dire, il y a toute cette végétation. Végétation, bâtiment qui est complètement ouvert à la ville de Lille, donc ça veut dire un bâtiment qui est complètement en plus dans la particularité ERP, même sur notre partie siège, et donc accessible de l'ensemble des Lillois pour monter au 7e, au Belvédère, et avoir une vue sur Lille complète. Voilà. Donc on le verra après dans la suite de l'exposé, mais quelques contraintes aussi, forcément, où l'IA et la vidéo augmentée nous a aidés. Voilà. Alors, Amaury, vous avez vu deux exemples aujourd'hui de sites qui utilisent, qui se disent quand même, qui sont des bâtiments intelligents, connectés à leur façon, en fonction aussi de l'histoire et des besoins. J'ai envie de revenir d'abord, on a parlé à un moment donné de la vidéo qui joue un rôle important pour Milestone, qui a évolué aussi dans les solutions qu'il propose, et c'est normal puisqu'il répond aux attentes et aux besoins des clients dont les besoins évoluent. Vous êtes passé de la VMS quelque part à aujourd'hui une plateforme de technologie vidéo, vous allez nous l'expliquer, et puis me dire quelle est la place de la vision dans la prise de décision aujourd'hui chez vos clients. Alors au-delà même de la prise de décision chez nos clients, je dirais quelle est la place de la vision chez l'humain. L'humain, corrigez-moi, a 5 sens. On a le toucher, on a l'ouïe, on a la vision, on en a d'autres, mais je vais prendre ces 3 exemples. Je dirais qu'on a un certain nombre d'informations récupérées avec ces sens, mais à mon sens, le plus complet des sens, notamment pour la sécurité, c'est la vision. La vision, elle permet de comprendre, elle permet de récupérer des informations, elle permet de voir, il y a des notions de distance, il y a des notions de couleur, il y a des notions de forme, donc c'est très complet. Et je dirais qu'aujourd'hui, la vision est primordiale pour nos clients parce qu'elle réduit le temps de prise de décision. C'est l'objectif de la vidéo, c'est l'historique. Quand on a une mission de sécurité, notamment dans des bâtiments très larges, des zones très larges, vous parliez de 30 000 m² pour chèque. On ne peut pas être partout, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas mettre de la sécurité humaine à toutes les portes. Donc c'est là où la vision, et notamment décuplée avec les caméras, va permettre d'aider nos clients à comprendre et surtout intervenir rapidement. Parler de la vision, c'est aussi voir la vision avec 2 vitesses, donc une vitesse variable. La première, c'est la vision en temps réel. Donc l'objectif d'un système vidéo avec des caméras, c'est de collecter la donnée, la vidéo, mais la montrer, et donc comprendre assez rapidement pour un opérateur qu'il se passe quelque chose d'anormal. Et on ne parle pas encore d'IA, on parle juste de je vois sur un écran quelque chose d'anormal. Concrètement, ça, on parle de 10-15% des cas. Et le reste des cas, c'est une vision qui n'est pas exploitée en temps réel. Et c'est là l'intérêt d'avoir à la fois des enregistrements vidéo pour comprendre ce qui s'est passé, investiguer, apprendre des soucis qu'on a pu avoir sur le site. Et à ce moment-là, l'IA devient intéressante parce qu'on parle de quantité de vidéos énorme. Donc l'IA va nous aider à exploiter ces informations. Voilà, alors c'est exactement ce que vous dites. À la fois la data aujourd'hui qui joue un rôle énorme, complété à cette vidéo. C'est un vrai complément d'information. C'est là qu'on a vu vraiment en 10 ans cette évolution, effectivement, partie d'une simple caméra où aujourd'hui
puis on agrémente toutes ces datas, toutes ces données pour en faire une véritable vision. Il y a une complémentarité à la vision humaine. Alors, Davidé, on va parler justement de l'IA aujourd'hui, puisque chez NVIDIA, c'est ce que vous traitez au quotidien, c'est votre expertise, votre savoir-faire. Avant d'échanger ensemble sur ce sujet, on va passer quelques vidéos traitant de ce sujet. I am a translator, transforming text into creative discovery. Movement into animation, and direction into action. I am a healer, exploring the building blocks that make us unique, modeling new threats before they happen. And searching for the cures to keep them at bay. I am a visionary, generating new medical miracles. And giving us a new perspective on our sun to keep us safe here on Earth. I am a navigator, discovering a unique moment in a sea of content. We're announcing the next generation. And the perfect setting for any story. I am a creator, building 3D experiences from snapshots and adding new levels of reality to our virtual selves. I am a helper, bringing brainstorms to life. Either from different angles. Sharing the wisdom of a million programmers. And turning ideas into virtual worlds. Build Northern Forest. I even helped write the script. Breathed life into the words and composed the melody. I am AI, brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. Bon alors David, superbe vidéo, superbe vidéo réalisée par NVIDIA, je le rappelle. Alors on le voit, l'IA est partout, vous le disiez, c'est pas juste dans un domaine, elle est partout et c'est ce que vous traitez, c'est votre expertise au quotidien. Alors justement, quel est l'impact aujourd'hui de l'IA dans notre quotidien? L'impact est incroyable. Il faut penser que c'est une science, une discipline qui est très jeune. L'accélération de l'IA, parce que l'IA existe depuis les années 60, peut-être avant, mais son accélération informatique a juste 12 ans. Donc, elle est très, très jeune. Et pendant ces 12 dernières années, elle est devenue mûre. Et aujourd'hui, on peut la retrouver partout. On l'a vu dans le vidéo. Ça peut être dans la santé, mais surtout, la sûreté, la sécurité a fait d'un patron là-dedans parce que c'est là où elle s'est développée plus rapidement. Et aujourd'hui, l'IA est vraiment un argument très fort du marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut savoir que 2023,
l'investissement global qui a été fait autour de l'IA, c'était autour de 160 milliards selon IDC, et ça va être dans les prochains 5 ans 5 fois plus fort que l'investissement qu'on a dans l'informatique. Et ça, c'est incroyable. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va la renforcer encore plus. On le voit dans la sécurité et sûreté, dans l'IoT, on peut analyser, investiguer, mais il y a quelque chose qui va arriver qui est encore plus fort. On parlera des génératives AI, mais si on veut rester plus basique, il y a 2 forts arguments. La perception, donc analyser, comprendre le monde, exploiter cette information, et l'autre partie, c'est utiliser cette donnée pour la simulation. On parlait tout à l'heure des bâtiments intelligents. On peut aujourd'hui apercevoir le monde et le simuler pour mieux le comprendre, pour l'optimiser. Et un dernier point, c'est la génération des images. Tout le monde aujourd'hui a son profil LinkedIn fait avec la génération d'images. Mais ces images générées, ils vont nous permettre de renforcer encore plus les modèles que nous utilisons tous les jours dans l'IA. Bien sûr. Alors, vous parliez de l'IA générative, hein, justement. C'est vrai que ce terme, on l'entend depuis quelques années. C'est un petit peu plus récent. Ça comporte beaucoup de choses. Aujourd'hui, on voit qu'on peut aller encore plus loin puisque l'IA apprend par elle-même petit à petit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous travaillez aujourd'hui avec cette IA générative, jusqu'où elle peut aller encore, et puis aussi peut-être avec l'aspect, parce que souvent du coup on l'associe à la cybersécurité quand même. Comment vous traitez cet aspect au quotidien? Bien sûr. Alors, l'IA générative, c'est un nouveau type d'IA qui ne va pas substituer l'ancienne. L'ancienne, elle marche très bien, elle est très efficace. L'IA générative, on entend parler avec ChatGPT, Mistral, Senon, qui nous arrive tous les jours. Mais la Generative AI, c'est une autre façon qu'on a de parler avec l'ordinateur. Elle est extrêmement charmante comme technologie, car elle nous permet bien sûr de parler avec l'ordinateur textuellement, mais l'ordinateur, on peut lui aussi demander des informations dans l'audio, dans l'IoT, dans les capteurs, dans la vidéo surtout, et on peut plus naturellement dialoguer avec l'ordinateur. La chose importante là-dedans, c'est que... Vous voulez dire que c'est beaucoup plus intuitif finalement et beaucoup plus évolué par rapport à l'humain quelque part qui pourra, sans se rendre compte, l'utiliser dans son quotidien. Exactement, surtout parce que les modèles de générative IA, c'est des modèles qui sont géants, qu'on entraîne sur beaucoup de dates qu'on appelle de la data multimodale, donc audio, vidéo, texte, tout ce qu'on veut. Mais en plus que ça, elle a appris notre langage d'une certaine façon. Et la chose hyper intéressante par rapport à aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est figée, on l'entraîne, elle est figée. Là, elle est capable, là où on lui demande d'aller chercher les informations, de nous donner des informations. Je peux demain, par exemple, aller demander à l'IA d'analyser le schéma et ton système de la vidéo pour me donner des informations beaucoup plus organiques. On le voit, hein, voilà, et vous le dites, hein, au service de la sécurité-sûreté. Alors, cette IA générative, comment vous la voyez demain par rapport à la sécurité-sûreté? Alors, je vous disais, il y a 2 choses qu'il faut garder bien en tête, selon moi. C'est ce service, cette façon de dialoguer avec le système plus facile. On ne lui parle plus avec du code, mais on peut lui parler comme si c'était notre enfant ou un adulte. Donc, on lui dit, qu'est-ce que tu vois? Et il ne va pas nous répondre avec de la donnée brute, elle va nous parler. J'ai une vidéo magnifique que je pourrais partager où on va demander à l'IA, dis-moi qu'est-ce que tu vois dans cette scène, dans la logistique. Et l'IA va nous dire, ben, je vois 3 colis et quelle machine a touché cette colis? Elle va nous dire, ce colis, elle est passé à travers la machine 1, 2, 3. Ça, c'est un vrai apport. Ça va vraiment aider demain, effectivement, des directeurs sécurité. On verra, on demandera également leur avis sur ce point. Et on voit qu'effectivement, on va beaucoup plus loin. Alors, je vous posais aussi une question. Et la cyber dans tout ça, comment cette sécurité numérique aujourd'hui, qui est aussi un vrai enjeu par rapport à ces utilisations qui sont
extraordinaire, mais comment vous gérez cet aspect? Alors, on ne parle pas proprement de cybersecurity dans le monde de l'IA générative. On parle plutôt de quelque chose qui s'appelle les guardrails. Oui. C'est-à-dire que comme on parle du langage, il faut s'assurer que le langage que la machine nous donne, il soit, entre guillemets, poli. Oui. Qu'il soit éthique et qu'il soit privé de la toxicité et de ce qu'on appelle les hallucinations. Oui. Et donc, ça, c'est le travail que fait NVIDIA. En fait, NVIDIA prend ces gros modèles qu'on trouve aujourd'hui sur le marché et il va les soigner pour que toute entreprise puisse les adopter. Et on fait du guardrail, mais aussi on fait de la révision des bases de données qu'on utilise pour les entraîner. Ça, c'est notre métier. Et c'est le métier d'NVIDIA et c'est notre expertise, bien sûr, là-dedans. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'imagine qu'il y a beaucoup de data scientists du coup, qui travaillent sur ceci au quotidien. C'est combien de personnes? Absolument. On est à peu près, je pense qu'on est 20 000 ou 21 000 personnes. 80% de chez NVIDIA travaillent dans le logiciel pour nous donner ce genre de services. Ouais. Très intéressant, merci beaucoup. Alors, Laurent, quand vous entendez ceci, ça fait rêver, ça fait peur, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, serait une vraie aide demain dans justement dans la complémentarité par rapport à vos dispositifs aujourd'hui de sécurité, sûreté? Ça fait peur. Pardon, non. Ça ne fait pas peur à partir du moment où c'est bien utilisé. Voilà, la voiture, ça ne fait pas peur à partir du moment où vous l'utilisez correctement. Une arme ne fait pas peur à partir du moment où vous l'utilisez correctement. Et je pense qu'il va falloir effectivement, certainement, alors la France devient de plus en plus un pays qui légifère, mais je crois que ce qu'a déjà dit un peu la CNIL par rapport à l'IA est important, et je pense qu'on doit effectivement s'appuyer sur ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, OK, on veut utiliser l'IA, définissons déjà ce que l'on veut faire avec l'IA, c'est ce que le RGPD, la CNIL dit, on respecte le RGPD et on définit ce que l'on veut faire ou ce que l'on veut faire à la machine via l'intelligence artificielle. Et des garde-fous. Voilà, des garde-fous. Et ça, c'est important. Et c'est important pour plusieurs raisons. C'est d'ailleurs d'éviter que la machine fasse effectivement toute seule et devienne effectivement peut-être... Alors, je ne dirais pas que nous sommes rendus... où c'est les robots qui vont finir par commander. Hein, j'en suis pas là. Mais ça permet effectivement de se dire, OK, je dis aussi aux gens avec qui je travaille, parce que je vais leur présenter le système comme on présente depuis des années dans une entreprise, aux partenaires sociaux, on présente le fait qu'on va mettre de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance. Là, pareil. On va leur dire, voilà. Ce sera une aide complémentaire. C'est une aide, et voilà ce que l'on va faire avec l'intelligence artificielle pour que chacun voit qu'il y a des garde-fous et que tout le monde dise, OK, c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'avoir cette aide. Et puis, surtout pour une entreprise, c'est d'évaluer combien ça va... Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Ça, c'est la première question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Puis la deuxième, c'est de dire combien ça me coûte et que je fasse le rapport. Et c'est toujours pareil. C'est est-ce que je mets 15 caméras ou j'en mets que 2 en fonction de ce que j'ai besoin de faire. Voilà un petit peu. Effectivement, il y a quand même aussi ce qu'on appelle le retour sur investissement quelque part. Hein, c'est-à-dire que vous, et je pense que Fabien va avoir la même approche tout à l'heure, votre quotidien, c'est de mesurer effectivement, de vous dire on peut aller jusque-là, mais attention, est-ce que ça vaut le coup par rapport à l'investissement donné ? C'est plus finalement... vous, votre garde-fou, puisque finalement la législation se fera, et le règlement européen actuellement sur l'intelligence artificielle, effectivement, ce sera plutôt même un règlement européen à ce niveau, mais oui, voilà, c'est cet aspect, on l'entend bien. Fabien, justement, alors vous, par rapport à cette stratégie et la place de l'IA dans vos dispositifs de sécurité-sûreté, comment vous la voyez s'intégrer demain ?
Alors, elle s'intègre déjà. Elle s'intègre déjà un peu. Donc l'objectif du bâtiment a été... on a travaillé sur le bâtiment en 2018, donc déjà en 2018, on demandait pour 2024 qu'est-ce qui allait se passer. Donc l'objectif, c'était vraiment d'intégrer toutes les nouvelles technologies. Donc on a vraiment cherché à mettre en place pas mal de nouvelles technologies. On a quand même bossé aussi sur l'aspect cyber, parce que même s'il faut quand même, entre guillemets, regarder, surtout dans le monde bancaire, il vaut mieux aussi regarder la sécurité du réseau. Donc on a vraiment... En général, bien renforcé au niveau... Qui est bien renforcé, et puis voilà, qui est forcément attaqué et régulièrement. Donc l'objectif était de travailler aussi avec nos RSSI pour travailler sur cet aspect-là. Oui. Alors aujourd'hui, l'IA arrive dans le monde de la sûreté et de la sécurité. On est peut-être beaucoup plus en retard que certains domaines, tels que le marketing, tels que des endroits où l'IA est déjà en place. Donc nous, on a essayé vraiment de l'intégrer. Là, on travaille beaucoup. Alors, on essaye de gérer nos données au mieux aujourd'hui, que ce soit les données vidéo, mais aussi toutes les données, comme disait le patron le responsable des data scientists chez nous. On génère énormément de données sur le réseau, entre les alarmes, les ceci et cela. Ouais. Même si la vidéo, on ne peut pas forcément l'exploiter comme on veut aujourd'hui. En tout cas, nous, on y travaille énormément là-dessus. Donc, avec des logiciels à côté. Ce qu'on espère, c'est que des gens comme Milestone et d'autres qui sont sur le marché arrivent à intégrer encore plus nos données dedans. Parce que derrière est l'ensemble de nos données. Même si je pense que la vidéo va prendre le pas sur énormément de choses dans le monde de la sécurité et de la sûreté. Donc l'IA, nous, on a essayé vraiment de l'intégrer, surtout sur l'aspect vraiment nouvelle technologie, mais afin aussi de simplifier le travail de l'agent, de l'opérateur. L'objectif aujourd'hui, on se voit ici, on est dans une salle, on a énormément d'écrans, on lui demande de voir des choses que même nous, patrons, on ne serait pas capable de voir. Donc on essaye vraiment de l'aider au quotidien. L'IA va vraiment l'aider. Si demain, en plus... plutôt que de taper, de prendre des joysticks ou des choses comme ça, on est capable de lui parler. Qui vient lui dire. On est capable de lui parler directement, ou même, entre guillemets, la machine lui dit, là, il serait peut-être bien de regarder la caméra 12 parce que, à mon avis, c'est pas forcément normal ce qui est en train de se passer. On est vraiment sur ces aspects-là. Nous, on essaye vraiment d'intégrer toutes ces technologies-là. On est un petit laboratoire. On bosse avec des marques qui nous intéressent. Après, je reviens à ce que disait Laurent, on est quand même limité. Il y a quand même un aspect législatif aujourd'hui qui ne nous aide pas forcément en France par rapport aux pays anglo-saxons ou même juste passer la frontière en Belgique ou aux Pays-Bas ou d'autres choses. Par contre, on essaye vraiment d'y avancer. Ouais. On espère aussi que les JO ont fait avancer quelques petits points sur ces nouvelles technologies. On espère qu'on continuera à avancer comme ça aussi. On voit que vous avez plutôt un engouement pour l'IA et c'est bien parce que de toute façon, on vivra avec demain. On peut tous se l'accorder. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui... Je prends le modèle de ce bâtiment tout récent, vous l'avez bien dit, vous l'avez pensé, conçu avec ces nouvelles technologies. En plus, vous hébergez plein d'autres sociétés, des commerces ou autres. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette intégration de l'IA va vers plus de performance? Vous l'avez dit, oui, en termes humains, donc de temps, et peut-être d'efficience également. Est-ce que pour vous, ça va aller plus loin? Est-ce qu'on va vers du prédictif, encore plus poussé, et est-ce qu'on va, par rapport au bâtiment en tant que tel, vers une vraie aide à l'exploitation dans un sens plus global? Oui, l'IA est vraiment cet aspect-là. Nous, on a une problématique sur le bâtiment qui nous a été donnée avec les préventionnistes du SDIS, c'est qu'on doit avoir maximum une centaine de personnes, 100 personnes sur l'ensemble des terrasses. Énormément de personnes sont venues chez nous. Pourquoi? Parce qu'on propose un beau bâtiment, mais on leur propose aussi des terrasses, clairement, donc, où les collaborateurs peuvent sortir, rentrer. Cette problématique-là, on l'avait en disant au bout de 100, il faut vraiment qu'on ait une alerte. Aujourd'hui, la possibilité, c'était soit de mettre un tourniquet en bas avec quelqu'un qui compte ou s'arrêter à ça. Aujourd'hui, on a vraiment travaillé avec beaucoup de partenaires qui travaillent énormément sur la vidéo. Alors, des entrées, des sorties, j'en ai plein. Tout le monde a des terrasses, des portes, des ascenseurs, des endroits. Et aujourd'hui, entre guillemets, alors, on va dire la vidéo augmentée plus, entre guillemets, un peu d'intelligence derrière, nous permet aujourd'hui d'alerter le PC, en tout cas le PC de sécurité, à 80 ou 90 en disant attention là stop, il va falloir regarder. Ça c'est un aspect qui nous a vraiment aidé. La vidéo nous a aidé essentiellement aussi là sur la gestion PTI entre guillemets des personnes travailleurs isolés, qui nous permet aussi grâce alors la vidéo mais la lumière mais plein d'autres choses nous permet aussi de pouvoir entre guillemets regarder et alors, je ne dirais pas surveiller, mais être là pour nos collaborateurs pour regarder ce qui se passe. Et surtout qu'on a, on le disait tout à l'heure, énormément de monde, énormément de places, beaucoup d'endroits un petit peu. Alors il y a des endroits où on n'a pas de vidéo, mais de la lumière, on en a partout. Donc clairement, on est capable de travailler là pour regarder s'il y a activité, pas activité.
Et là, on est en train aussi de regarder, et là, on va essayer d'y regarder un peu plus, voilà, c'est de regarder l'aspect consommation énergétique avec nos caméras. Il y a des capteurs un peu partout. Nos dirigeants ne sont pas forcément contents quand ils passent devant le bâtiment un samedi soir et qu'ils voient qu'il y a un étage qui est resté allumé alors qu'il n'y a plus personne, mais parce que le capteur n'a pas forcément bien fait son rôle. Moi, j'ai de la vidéo, comme j'ai dit, je peux regarder. On peut toujours regarder ce qui s'y passe. Quand on n'a pas d'activité, on est capable de relier ça. Donc là, on est en train de travailler avec pas mal d'acteurs pour au moins se servir de notre vidéo. Ok, elle sert pour la sûreté, mais on va dire 95% du temps, il ne se passe rien. Même 99% du temps, il ne se passe rien. L'objectif, c'est de l'utiliser pour d'autres activités et la rendre, entre guillemets, encore plus intelligente. Ouais. Alors, Laurent, vous le disiez, l'IA, vous n'y êtes pas encore tout à fait, mais demain, vous seriez prêt à l'utiliser. Comment vous verriez son utilisation au niveau du Muséum national d'histoire naturelle? Qu'est-ce que ça permettrait? Ça permettrait très certainement de gagner du temps. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant. Il y a quelques temps, c'était l'été dernier, un papa et une maman s'approchent des agents de sécurité et disent notre petite fille de 11 ans, 37 hectares, le jardin des plantes, on ne trouve plus notre petite fille qui a 11 ans, on ne sait pas où elle est. Vous pouvez mettre 80 agents de sécurité, vous faites venir le commissariat de police, vous ratissez 37 hectares, ça ne se ratisse pas comme ça, et vous ne trouvez pas l'enfant. Et là, vous imaginez bien tout ce qui tourne dans la tête des gens, dans la nôtre et dans celle des parents. Si vous avez l'intelligence artificielle, c'est vite fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout de suite, vous me donnez une description à la machine, vous lui dictez la description, le pull, la taille, les cheveux, la machine, elle va analyser un certain nombre d'images qui sont déjà passées, puis elle va chercher en même temps, dans l'ensemble des 37 hectares, ce que retrouvait cette personne. Et vous allez vous rendre compte, parce que c'est le fin mot de l'histoire, c'est que cette petite fille était venue avec ses parents, mais le jardin des plantes, c'était pas sa tasse de thé. Elle avait pris le métro, puis elle était rentrée chez elle. Et en fait, c'est la voisine qui a appelé les parents en disant « Je ne comprends pas, votre fille, elle est devant chez vous, elle attend. » Et en fait, si vous avez effectivement tout un système de vidéo avec une intelligence qui assiste, vous gagnez un temps, vous rassurez tout le monde. Et puis si c'est effectivement à un moment donné où c'est un peu dangereux et que quelqu'un a effectivement enlevé l'enfant, vous gagnez du temps. Et souvent, en matière de malveillance, c'est gagner du temps. Et puis, il y a un autre côté aussi qui est intéressant pour nous. Le muséum, et je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, effectivement, on a des gens qui nous opposent un certain nombre de choses parce que, alors des mouvements animalistes, spécistes, environnementaux, voilà, c'est leur droit d'être pas d'accord avec ce que l'on fait. Et du coup, souvent, on se retrouve avec des mouvements de manifestation devant chez nous qui sont pas, je les interdis pas, mais qui deviennent un peu dangereux pour les gens qui veulent venir dans nos locaux et qui bloquent les accès. Et c'est toujours un peu compliqué parce que les gens se fâchent, sont pas contents et ça monte toujours. Si effectivement, et aujourd'hui, il y a des logiciels qui font ça, donc avec l'intelligence artificielle, permettent d'aller chercher l'information sur Internet, dans les réseaux sociaux, sur le Darknet, parce qu'une manifestation va être créée à tel endroit, sur toutes les données ouvertes. On soit bien d'accord, ça ne va pas chercher dans les données privées. Mais du coup, ça vous permet, à un moment donné, d'avoir l'information, et souvent, je dis, c'est de gagner un train. Vous avez un train d'avance. Et quand vous avez un train d'avance en matière de malveillance, vous vivez un peu plus tranquille. Non, mais effectivement, on le voit bien là encore, comment aller, et encore une fois, c'est une vraie aide et une vraie aide à la prévention de tous ces risques qui touchent l'humain et qui touchent tout citoyen aujourd'hui dans ces risques, parmi ceux que vous venez de citer. Amaury, on parlait tout à l'heure de vision, de caméra, alors en plus, avec cette complémentarité IA aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette complémentarité aujourd'hui et sur l'avenir de la caméra demain en sus finalement de la sécurité? Alors,
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est en train de rejoindre deux mondes. On fait rejoindre le monde de la vidéosurveillance, protection, de la vidéo IP, principalement utilisée pour la protection des biens des personnes, et on fait rejoindre le monde de la computer vision, qui est notamment drivé par des acteurs comme Nvidia et tout l'écosystème. Et au milieu de ça, nous, il y a Milestone qui, d'un côté, va fédérer des systèmes de sécurité. Donc là, on parle de contrôle d'accès, on parle de barrières d'intrusion, on parle de systèmes d'incendie, on parle même de systèmes de bâtiments intelligents, tout ce qui est lié à la GTB, la GTC. On va pouvoir collecter ces données-là et on va pouvoir, d'un autre côté, récupérer ou partager des informations avec des systèmes d'analyse, alors principalement vidéo, parce que c'est notre métier en tant que plateforme de technologie vidéo, mais aussi d'autres systèmes qui vont permettre d'analyser toutes les données qu'on sait partager, toujours en sécurité évidemment, ou bien recevoir. Donc clairement aujourd'hui, l'IA est en train de chambouler le marché clairement de la vidéo IP. Elle est en train aussi de redistribuer les cartes d'un point de vue exploitation pour les clients. Je dirais qu'à l'époque, la vidéo était totalement cloisonnée, c'est-à-dire on avait le système vidéo, on ne touchait pas, on ne connectait à rien. Après, ça a évolué avec des systèmes de sécurité qui sont venus se connecter parce que, comme vous le disiez, la vision elle est importante pour gagner du temps. Donc je reçois un événement de détection incendie, je reçois un événement de contrôle d'accès d'un badge refusé, d'une porte arrachée, hop, je vois ce qui se passe. Et la troisième étape, c'est d'avoir de la prédiction, d'avoir de l'information en temps réel, parce que vous avez une machine. On n'est pas là pour surveiller, mais la machine est là pour vous aider, augmenter l'opérateur. Donc l'IA va venir augmenter l'opérateur dans ses opérations, et c'est très bien parce que en plus de ça, l'opérateur, malheureusement, fait face à un manque de formation. On s'en rend compte, nous, sur le marché, il y a de moins en moins de formation sur la partie opérateur, et de plus en plus d'informations à gérer, notamment la vidéo, avec des murs d'images immenses. Donc là, l'opérateur, avec l'IA, on va lui permettre de créer des automatismes, de lui apporter l'information, de lui donner les bonnes instructions, de lui permettre peut-être demain de parler avec notre système, parce qu'il y aura une technologie d'IA générative qui va l'aider, l'accompagner. Donc il n'aura plus à utiliser un joystick ou cliquer sur un certain nombre de boutons où parfois on peut se perdre. Effectivement, dans la crise, tout à l'heure. Dans la crise, exactement. Dans la crise, on se perd, on ne se rappelle plus du mode opératoire. Et là, l'IA va aider sur cette partie-là. Et enfin, pour répondre à l'avenir de la caméra, je dirais que l'avenir de la caméra, l'outil qui est la caméra, au-delà de la vidéo qu'on s'est enregistrée, la caméra, elle va être multimodale. La caméra, elle va à la fois faire de la vidéo, elle va à la fois produire de la donnée, et c'est ce qui intéresse, et c'est ce qu'on veut partager, de la donnée vidéo, parce qu'elle va pouvoir être transverse chez un client et donner énormément d'informations sur les flux de personnes, les flux de véhicules, un certain nombre d'événements. Et au-delà de ça, la caméra, elle va apporter aussi de l'audio en diffusion, de l'audio en captation. Donc en diffusion, ça permet automatiquement aussi d'aider la personne qui est en difficulté, donc l'opérateur va pouvoir échanger. Demain, quand ça sera autorisé, éventuellement détecter des anomalies sur la partie audio. Ce n'est pas autorisé en France, mais je suis intimement persuadé qu'il y a une utilité derrière pour la sécurité des biens des personnes. Et on parle aussi de technologie sur la partie radar. Donc là, on n'est même pas sur la vision avec une caméra visuelle, mais un radar qui va pouvoir aussi anonymiser les détections et donner plus d'informations sur des champs plus larges. Donc l'IA est en train de chambouler tout ce marché-là, de la partie enregistrement sur la captation de données où on voit bien plus d'informations qui vont pouvoir être captées et donc intégrées dans nos systèmes. Et je dirais que c'est quelque chose de passionnant d'un point de vue technologique et surtout très utile pour les clients finaux. Merci beaucoup Amaury. Alors Fabien, l'impact homme-machine, ça fait des années qu'on en parle. On est sur l'IA, la complémentarité IA-humain. Vous l'avez évoqué tout à l'heure par rapport effectivement au personnel qui va l'utiliser, que ce soit vos prestataires ou votre propre personnel. Est-ce que vous-même, dans la prise de décision, parce que vous avez aussi des fois des prises de décision, vous avez parfois, c'est votre quotidien, j'ai envie de dire, c'est pas parfois, c'est votre quotidien. Est-ce que vous pensez que ça pourra vous-même vous aider, c'est-à-dire que ça ira au-delà que juste des gestions du quotidien réalisées par vos employés ou prestataires? Moi, je vois l'IA demain, par rapport au directeur sécurité, comme un binôme. En fait, l'objectif demain, ça sera un réel binôme, un bras droit ou un bras gauche, comme on peut l'appeler, qui nous aide. Aujourd'hui, on met énormément de matériel, énormément de technologie. Je pense que la vidéo va devenir un pilier technique de la sécurité-sûreté, va prendre la place sur certaines
On peut parler de l'anti-intrusion des centrales et des choses. Aujourd'hui, avec la vidéo, on est capable, que ce soit en intérieur et en extérieur, on est capable d'analyser énormément de choses. Donc nous, ce matériel-là, on le met déjà à disposition de nos sociétés extérieures, si on fait de la sous-traitante, de services internes de sécurité, si on a un service interne de sécurité. Où on a du mal, c'est nous de récupérer, nous, les données pour les mettre en forme et les vendre à nos patrons. Parce que nos patrons, entre guillemets, on est un centre de coûts aujourd'hui, même si... Depuis 2015, on va dire qu'on ne nous oublie pas. Il se passe assez de choses au quotidien pour ne pas nous oublier. Par contre, moi, pour récupérer aujourd'hui l'ensemble de ces données-là, je suis obligé de travailler régulièrement avec les data scientists que j'ai chez moi. Voilà. Je leur envoie mes bases de données, je leur envoie ceci, je leur envoie cela. Et ils font tourner, entre guillemets, leur logiciel qu'ils ont, donc, beaucoup avec Alteryx ou avec plein d'autres choses, qui permettent de mettre en forme tout ça. Donc l'objectif demain de l'IA au niveau de la sécurité et de sûreté, c'est qu'elle soit intégrée dans les futurs VMS, voilà, qu'on utilise et que nous, demain, on ait des dashboards, des tableaux de bord qui nous sortent. Voilà. Et on va, alors le prédictif, ça fait rêver, ceci et cela, mais un certain nombre d'informations, moi je verrai chez moi, je parlais là, on va faire des tests avec un gros fabricant de caméras et tout ça. Moi je vais prendre le cas devant une agence bancaire, une berline allemande qui vient tous les matins, plusieurs jours d'affilée, à 7 h au matin, sans descendre de la voiture et sans venir à l'automate, ça sent pas forcément bon, on va dire, c'est clair. Si en plus... j'appelle mon homologue du Crédit Agricole ou du Crédit Mut ou des choses comme ça, et lui aussi se rend compte qu'on a ça. Et à un moment, peut-être qu'avec l'Agora, on arrivera peut-être même à faire parler nos systèmes entre nous et donner de l'information jusqu'au public si on le pouvait un jour. Ça, demain, si on a une IA qui est capable de faire ça, on est presque sur du prédictif, comme ils ont fait un peu sur certaines villes américaines ou des choses comme ça, où à un moment, ils se rendent compte que par du flux, par rapport à un certain nombre de flux de personnes, de véhicules ou de regroupements, il y a peut-être à un moment où on fait passer, il faut peut-être faire passer la patrouille à ce moment-là. Il ne s'est rien passé, tant mieux. Si on ne l'avait pas fait passer, il serait peut-être passé quelque chose. Et là, on est vraiment là-dessus. Donc demain, moi, l'IA, je la vois vraiment comme, entre guillemets, mon bras droit à côté de moi, qui m'aide au quotidien et, voilà, et qui m'envoie des informations régulièrement, mais avec laquelle on puisse aussi travailler facilement. Voilà. Et là, aujourd'hui, ce n'était pas simple. Et ça ira plus loin, comme vous l'avez dit, pour les analyses, pour pouvoir aussi derrière montrer que finalement, vous n'êtes pas un centre de coûts, mais bien au contraire, que cela permet d'aller beaucoup plus loin et de faire gagner de l'argent. Tout à fait, du profit. Et ça, aujourd'hui, on l'est, ou de faire moins perdre d'argent. Moins faire perdre d'argent. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Fabien. Laurent, qu'en pensez-vous ? Je suis effectivement plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit. Nous, dans un musée, si on prend un musée c'est un petit peu particulier parce que vous avez des gens qui vont y venir par habitude, vous en avez qui viennent parce que ils savent que c'est un beau musée où il y a une exposition particulière. Et donc, pour accéder au musée, il faut acheter un billet. Et donc, si aujourd'hui, vous dites, bon, tiens, je vais aller au musée, vous arrivez au musée, il n'y a plus de billets à vendre parce que, en fait, le bâtiment, pour des conditions de visite agréables, on met une jauge. Alors, il y a la jauge officielle qui est liée à la sécurité incendie, mais il y a la jauge aussi de visite pour que vous avez des gens qui se cassent le nez parce qu'il n'y a plus de place. Et en fait, si on recule et qu'on met, par exemple, l'intelligence, l'IA sur les connexions sur le site Internet, qui regarde ce que les gens vont aller chercher comme créneau horaire ou regarder comme créneau horaire, puis le nombre de personnes qui sont en train de rentrer dans le jardin des plantes, eh bien, et avec l'antériorité des éléments qu'on peut avoir de l'année précédente ou encore de l'année avant, de pouvoir se dire, OK, là, on sait qu'à 14h, j'ai plus de billets, qu'à 14h30, je vais être obligé d'avoir une file d'attente de tant de personnes parce qu'on sait évaluer que les gens restent à peu près tant de temps. Et quand vous avez ça, eh bien, ça vous permet, sur l'ensemble de vos musées, d'avoir la possibilité de prévenir peut-être des gens, de leur dire, si vous voulez venir tel jour, il faudra mieux que vous ne voulez pas attendre, il faudra peut-être prendre plutôt le créneau de 10h30 que celui de 14h. Puis si vous avez des enfants, vu qu'il fait beau, eh bien venez, ou qu'il va faire beau, eh bien venez plutôt à 11h. De 11h à midi, vous avez telle autre expo
Vous voyez, et en fait, on voit que là, on voit que là, au service des gens, de l'humain, et que la caméra et la technologie qui était au départ peut-être davantage utilisée juste pour la sécurité sûreté, va bien au-delà. Bien au-delà, et en se connectant, effectivement, en prenant des données sur le site intranet, des données antérieures de ce qui a pu se faire les années précédentes, et du coup, on va forcément aider effectivement les gens avec qui on travaille. On va aider les gens qui font l'accueil public, on va aider les personnes qui vendent... Donc vous êtes au service des autres... Voilà. Des autres entités au sein ou des autres fonctions. Toujours avec moi, ce qui m'apporte quand même, c'est qu'effectivement, que l'être humain reste quand même le maître des clés. C'est-à-dire que voilà, on ne laisse pas la machine parce que j'ai bien entendu qu'il était possible aujourd'hui que la machine fasse tout toute seule, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse... Pour vous, il est important de bien garder la place de l'humain. Et comme on dit toujours, ça doit être une complémentarité. Alors peut-être un bras, le gauche ou le droit, mais en tout cas, juste le bras, ou juste, voilà, une complémentarité. Effectivement, Laurent, par rapport à votre fonction métier, est-ce que du coup, et par rapport à vos prises de décision, et même par rapport à la direction du muséum, est-ce que vous pensez que cette IA pourra vous aider demain, comme l'expliquait Fabien, à prendre des décisions plus rapidement et en même temps à pouvoir davantage mettre en avant, même si je sais qu'au sein du Muséum national d'histoire naturelle, je ne devrais pas le dire, mais il y a de l'argent. L'argent, pas plus que dans d'autres endroits. Bien. Mais voilà, est-ce que ça peut vous aider ? Alors, ça peut aider. Je pense que si vous voulez, les gens ce qu'il faut considérer au muséum, vous avez des gens qui sont des passionnés de ce qu'ils font. Mais vraiment, quand je dis passionnés, c'est un euphémisme. Et du coup, si vous leur expliquez que l'IA va être effectivement quelque chose à leur service, qui va les aider à faire encore plus partager leur passion, et que vous faites dans ce sens-là. C'est le discours, en fait. C'est le discours. Et c'est ce que je disais au tout début de l'émission, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux faire avec l'IA ? Jusqu'à quelle limite je vais ? Et je le dis. Je dis, voilà pourquoi je veux de l'IA, parce que effectivement, je vais vous aider à faire telle chose. Et là, je pense que les dirigeants du muséum, et quand je dis les dirigeants, et finalement l'ensemble des personnes qui font qui composent le muséum, et qui font ce qu'est le muséum, diront, ah oui, effectivement, d'abord, il ne le fait pas dans notre dos. Il est facile de convaincre il le fait pour le bien du voyez, et c'est ça, à mon avis, c'est là qu'on va gagner la clé de la réussite, parce qu'aujourd'hui, quand on écoute... l'IA est considérée comme une méchante sorcière qui arrive, qui va prendre le travail d'un tel, qui va remplacer l'être humain sur telle chose. Et en fait, si c'est bien géré, si c'est bien encadré, je pense que tout le monde peut y retrouver son bonheur. Très bien. Alors, Davidé, vous voyez, tout le monde est convaincu, finalement. Le travail pour NVIDIA est simple. Non, c'est une boutade. Mais alors, vous avez entendu Fabien et Laurent, qui sont loin d'être opposés, au contraire, pour l'un qui l'a déjà dedans et qui veut encore aller plus loin, pour l'autre qui aimerait bien, et qui a plein de rêves, on va dire, avec l'IA, et pour pouvoir le faire partager. Vous-même, vous avez beaucoup de retours d'expérience aujourd'hui dans le domaine de la sécurité de l'IA. Je crois qu'on a quelques vidéos, quelques visuels à faire passer, et vous allez nous expliquer tout ceci. Alors vous allez expliquer, on va les faire passer en fond. On peut les faire passer en fond éventuellement. Voilà. Mais, ce qui est important à garder en tête, c'est que NVIDIA aujourd'hui se focalise dans la résolution des tâches informatiques que personne d'autre veut résoudre. Okay. Et donc, ce qui arrive, c'est que petit à petit, les entreprises qui ont des challenges importants aujourd'hui, ils viennent nous voir et ils nous parlent.
Et ça nous permet de développer une expérience qui soit bien sûr dans l'industrie, mais aussi dans la sécurité. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, derrière, on voit les logiciels qu'on utilise pour travailler sur la vidéo. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup sur le marché, c'est un retour d'expérience, c'est surtout des clients qui ne savent pas comment rentrer dans l'IA. Et donc, NVIDIA, ce qu'elle va faire, à travers un programme qui s'appelle Smart Space, on va les écouter, comprendre ce dont ils ont besoin. Et nous, si vous voulez, l'IA, comme c'est une technologie très versatile, on l'a peut-être déjà dans la poche et on peut la sortir pour résoudre un nouveau problème. Et on le fait de deux façons. Si le client il veut créer sa propre IA, on va l'accompagner. On va l'accompagner avec du logiciel qui est prêt. C'est très personnalisé, en fait, ce que vous proposez. Si, et on peut conseiller. Donc, venez nous voir. Si un client, il peut venir nous voir et on va l'accompagner à 360 degrés. Ça, s'il veut le faire pour lui-même. C'est ce qui est mieux aujourd'hui, c'est ce qui est le plus demandé, c'est-à-dire qu'ils s'approprient leur propre IA. Alors, ça dépend du client. Il y a plusieurs choix. Il y a c'est faire pour lui-même, c'est faire sa propre IA, mais aussi ce qui est plus rapide et plus facile, entre guillemets, c'est d'utiliser nos partenaires certifiés, notre écosystème. En France, il y en a plus de 40 ans, où NVIDIA, à travers notre vérification, on a vérifié que le code est stable et la solution est à ce que s'appelle un très haut niveau de précision. Il y a des certifications exactement, exactement. Et ces partenaires-là, on peut, avec les partenaires et avec le client, on peut aller résoudre des problématiques particulières. Tout à l'heure, j'entendais bien le comptage des personnes dans les bâtiments. Ben, aujourd'hui, parmi nos partenaires, c'est une start-up française, on a le meilleur rating de comptage dans les bâtiments et on peut l'utiliser pour investiguer, par exemple, le passage des personnes, pour comprendre dans quelle boutique ou dans quelle pièce les personnes ils bougent. Et ça nous permet de comprendre, par exemple, le passage, mais aussi mieux étudier le bâtiment. Eh bien, écoutez, sur ces mots, je vais vous remercier tous les quatre d'être venus aujourd'hui parler des bâtiments plus intelligents et plus performants via la vision augmentée et les technologies vidéo. En tout cas, un grand merci pour cette richesse de débat et pour vos retours d'expérience. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses avec ces beaux projets et l'IA augmentée qui vont vous permettre demain d'aller vers du prédictif, peut-être pas comme vous l'avez dit, mais au moins de prévenir au mieux tous les risques et les anticiper. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine émission sur News Sécurité.